Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Dossier Histoire Québec. On s'intéresse aujourd'hui à l'histoire de la télévision québécoise. La voilà, Caroline Deslebeaux. Bonjour, Caroline. Bonjour, Stéphane. Ben oui. Écrivaine de ton état, amante de l'histoire. Oui, j'ai eu peur où tu t'en allais. Mais tu travailles, entre autres, tu rédiges pour une revue qui s'appelle Nostalgie. Exactement, oui. Explique-nous, c'est quoi Nostalgie? Nostalgie, on a voulu reconstituer un peu les petites histoires québécoises, pas la grande histoire de l'histoire du Canada qu'on a tout appris à l'école. On voulait vraiment faire un projet qui était nous, qui était nos ancêtres, mais pas des histoires noir et blanc que c'est écrit Jacques Cartier est arrivé en 1534, on a fait non, on voulait vraiment aller chercher des vraies personnes qui parlent pour vrai, ou ma mère a fait ça dans le temps, mon père a fait ça, ma mère a été télégraphe à 5 ans pour sauver son père alcoolique qu'on va voir plus tard. Donc vraiment des vraies histoires de nous. On pourrait dire de l'histoire populaire, l'histoire du monde. Oui. Moi, j'aime pas l'expression, mais du monde ordinaire. Oui, mais pas le folklore. On voulait vraiment aller dans quelque chose de vécu. Les gens se levaient, vivaient, aimaient comme nous, on le fait. C'est ce qu'on réalise moins. Ah, c'est bien dit, oui, ça. Merci. Et tu es écrivaine, tu es publiée, tu as écrit des romans. Bon, là, tu es rendu à 2 romans, si je ne me trompe pas, qui ont une dimension historique. Oui, là. exactement. Fait que toi, quand tu as écrit ces romans-là, qui s'appellent comment? Le chant de la cigale. Oui, 1 et 2. Tombe 1 et 2. Ouais. Et ça se passe au Québec, dans le coin de Pierreville, si je me trompe pas? Je me suis basée sur... En fait, je me suis basée sur Notre-Dame, Saint-François, Pierreville. Il y a On est allé un peu partout et j'ai créé un village hypothétique qui regroupe... Parce que j'ai beaucoup de voix de personnes qui sont réelles. Donc, j'ai des vraies anecdotes. J'ai changé les noms, c'est sûr, parce qu'il y a des personnes qui se reconnaîtraient. Il y en a qui sont encore vivantes. Mais oui, j'ai essayé de faire quelque chose de vrai avec... On a tricoté autour. Puis on parle de quoi, du début du 20e siècle? On commence en 1888. Ça se déroule sur 5 ans. Et évidemment, quand on écrit un roman historique, il faut investiguer. Oui. Puis tu as fait des recherches. Énormément. Mais justement, tu as fait des recherches aussi pour nous autres, qui nous regardent, les gens qui nous regardent. Donc, on commence la petite histoire de la télévision québécoise. Exactement. Allons-y, ma chère. Ça commence quand, ça? Ça balbutionne quand, un balbutiement. Ah, j'aime ça. On a balbutié. Je vais peut-être inventer un mot. Là. Mais dans le temps, on a inventé beaucoup de mots. Hein? Oui. Les pognassures, on balbutionne. Bon. On est en business. Et allons-y. Donc, là, on est à l'automne 1952. Oui, exactement. On va commencer à avoir le prolongement de la Société d'État de Radio-Canada. Donc, on a la radio. Oui, et qui existait depuis longtemps. Oui. Et là, on va décider d'aller chercher des émissions qui existaient déjà. Je parle des Ploufs, je parle du Survenant, de la soirée du hockey, qui était déjà là à l'époque. Et là, on va décider de mettre ça à l'écran et on va faire une petite révolution de la télévision québécoise. Ça va prendre forme tranquillement. J'allais faire une erreur en disant qu'il y avait déjà des téléromans à la radio, mais c'était des radioromans. Oui, c'est ça, et là, on va adapter le terme. Téléroman. Donc, des choses, question, est-ce que on est parti de l'histoire où elle était rendue à la radio pour le poursuivre à la télévision? Ou on recommençait de processus? Il y en a que oui. Il y a des émissions qu'on a vraiment fait une poursuite de l'émission, mais il y en a beaucoup qu'on a recommencé. OK. Oui. Donc, à ce moment-là, même si on n'était pas né à l'époque, là, c'est des termes qui résonnent. Les Ploufs, les Survenants, qui ont eu plusieurs versions, même des films. Il y a un film, c'est les Ploufs. Mais oui, il n'y a pas de place nulle part pour le pauvre vieux du monde entier. Oui, puis avec la belle Rita Toulouse. C'est vrai. Oui, Anne Tourneau. Oui, c'était bon. Oui, c'est bon. Roger Lemelin, c'est encore bon. Tout ça. Donc, c'est ça. Allons-y. Allons-y. Donc, à l'espace, il va y avoir un effet. Ça va nous faire fureur, la télévision. Exactement. Oui, ça a pris environ 7 ans pour qu'environ 95 des foyers québécois aient tous au moins une. Puis je dis au moins, parce qu'il y en a dans les plus aisés qui avaient 2 postes de télévision. Puis après ça, on va avoir le poste couleur qui va apparaître. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va l'avoir en premier, mais tranquillement, pas vite, on s'en va vers la couleur. Et je sais pas si tu as déjà vu l'extrait qu'on voit qu'on dit, donc maintenant, nous allons passer au code couleur et que là, tout d'un coup, les couleurs apparaissent. C'est comme dans le Magicien d'Oz. C'était une révolution, donc c'est ça. Et, tu sais, évidemment, on est dans un contexte, on est en 2025 au moment où on enregistre.
c'est commun, la télévision. Oui, là. Mais oui. quelqu'un achète la télévision dans cette époque-là, c'était un événement. C'est un Puis phénomène. même des voisins pouvaient venir voir la télévision, aller chez les personnes. Et à cette époque-là, tu parlais de la radio de Radio-Canada qui va être la première télévision. On va garder le terme Radio-Canada, mais il n'y avait pas d'autres postes là, en 1950. C'est le seul poste Radio-Canada en français, parce qu'on a CBC en anglais. Oui. Mais c'est le seul poste francophone. Et ce qui est particulier, c'est que quand on va commencer à vouloir faire la télévision d'origine, je vais dire, on va vouloir commencer à créer, les producteurs ne savent pas ce qu'on fait. N'ont aucune idée vers quoi ils s'enlignent. Comme on dit, on bâtit l'avion en vol. Et voilà. Puis on était en vol sur un moyen temps. Laissez-moi vous le dire, les amis. Parce que non, c'est ça, on va commencer par, comme je disais, le prolongement. Mais là, on veut plus que le prolongement. On veut des vraies émissions. Donc on va se tourner vers des auteurs. Oui, des auteurs qui viennent du monde du livre. Les deux. OK. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont en faire métier. Oui. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent pour la télévision, des mais ça n'existe pas. Non, fait que là, en fait, il n'y a rien qui existe. Il n'y a aucun terme qui existe vraiment. Ici, au Québec, surtout. Ailleurs, on a de l'évolution. Aux États-Unis, ça a pris un envol. En France, ça a pris un envol. Mais au Québec, c'est sûr qu'on a été... en même temps, on va se dire une chose. On est avec Duplessis. Oui. On va électrifier les campagnes. C'est plus long de notre côté à nous. Oui. Donc, parce on va que pour écouter la télé, ça prend du courant. À moins que tu aies des patates qui sont bien fortes pour faire du courant chez vous, là. C'est un petit peu dur. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais on trouve exotique aller dans notre chalet en forêt pour avoir le courant. Avoir le courant. Mais il y a du monde, c'était pas exotique, c'était leur quotidien parce qu'il n'y avait pas de courant. C'était exotique d'aller chez les voisins. Ma tante Germaine qui avait, elle, une poste de télévision gros de même, puis on était 15 à regarder la soirée du hockey en même temps. Et c'était des meubles. C'était des meubles. Mais on le disait, le meuble de salon. C'était la télévision. Puis il y a du monde qui se mettait beau pour écouter la télévision. C'était quelque chose, là. C'était un les gens événement. croyaient que les acteurs, en fait, ils pensaient pas que c'était des acteurs, les voyaient. Il y en a que oui. Et là, début, programmation, tu me parles du survenant, des ploufs, tout ça. Est-ce qu'il y a du sport à télévision? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Il y a des nouvelles qui ont commencé. On va commencer à faire des petits bulletins de nouvelles, mais au début, c'est très, très bric-à-brac. Ça va prendre un petit moment pour qu'on prenne un élan. Oui. Et par la d'avoir suite... des reportages. C'était plus des gens qui allaient lire. C'était toujours un bulletin de nouvelles. Ouais. C'était de la radio filmée. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'était vraiment de la... Puis on l'entend par le ton, puis on voit que c'était très statique. On ne bougeait pas, on lisait nos feuilles. Et c'était fini. Par la suite, comme tu dis, il va y avoir des reportages. On va aller sur le terrain. Et justement, Soirée canadienne, on va en parler tantôt. Oui. C'est une des premières à avoir commencé à vouloir montrer les campagnes, du vrai inviter monde, des vraies personnes. le monde ordinaire. Et voilà, ceux qui ne sont pas noirs et blancs. Donc, c'est ça. On avait du sport, le hockey. Puis là, j'ai un lien, parce que la soirée du hockey, c'est l'émission qui va durer le plus longtemps, quoiqu'elle n'existe plus à Radio-Canada, la soirée du hockey. Techniquement, oui, c'est Et ça, là, je vais me permettre un éditorial. Moi, je ne suis pas particulièrement canadien, je suis plutôt québécois, mais je trouve qu'il y a une iniquité. Il y a encore à la télé nationale, à CBC, il y a du hockey le samedi soir. Tu n'as pas besoin d'être câblé, que tu peux écouter. C'est vrai. Et depuis plusieurs années, nous, il faut que tu aies le câble pour écouter le hockey, le sport national du Canada, en français. Tu as raison. Ça n'existe plus. C'est vrai. Et ça, c'est une iniquité. Et parlant hockey, au début... Je ne sais pas si tu le savais, mais on ne diffusait pas tout le match. Mais c'est toi qui me l'as appris. Oui, je le savais on pas. diffusait, je pense, c'est à partir de la deuxième ou la troisième période, parce qu'à cette époque-là, on se disait, si on donne aux gens à la télévision, le monde n'achètera plus des billets. Ça, je ne le savais pas du tout. C'est toi qui me l'as dit après. Oui. Donc, c'est ça. Et il y a un lien avec mon habillement, parce que c'est un veston, ça, que j'ai acheté, authentifié, qui a appartenu à un grand héros du hockey, et une grande vedette de télévision par le fait même, Maurice Richard. Une des premières grandes vedettes. Est-ce que si on peut le dire comme ça? Oui, je pense que oui. Oui, visuellement. 52, il a pris sa retraite en 59-60. Mais 52, c'est littéralement l'année. Puis c'est les années de Coupe Stanley, de 55 à 60. Ils vont gagner 5 fois la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, Maurice Richard, ces gens-là vont être appelés à devenir des vedettes de télévisuelles. Puis encore là, il n'y avait jamais. Puis des fois, tu vois, c'était très. Les gars étaient stressés de passer à la télévision. Oui, bien c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Je veux dire, c'est pas la radio, on avait une image, on avait le charisme aussi. Jean-Maurice Bailly, René Le Cavalier. René Le Cavalier, sa voix. Ben moi, j'ai été bercé par René Le Cavalier. Mais ça fait pas si longtemps que, je veux dire, il me semble que moi aussi, sa voix, c'est quelque chose il a fait œuvre, tu sais, quand on disait, on inventait quelque chose, on inventait un métier. Tu sais, René Le Cavalier a fait œuvre, il a francisé les termes de hockey. Oui.
Qui n'existait pas, tu as raison. raison. Un lancer-frappé, ça n'existait pas. Il en faisait au hockey des lancers-frappés, mais on appelait ça un slap-shot, domper le puck, etc. Donc, le puck, il a dit domper le puck. Ben oui, il va avec la rondelle, tout ça. Vrai. Donc, c'est ça, René Lévesque-Cavalier. Et ça va avoir une grande influence sur l'identité québécoise. Exactement. En fait, la télévision québécoise devient le miroir de la société québécoise. On va se regarder, au sens large du terme, on va se regarder. Oui. On va regarder notre culture à l'écran. Oui. Donc, nos racines, notre culture va littéralement, je dirais aussi, se métamorphoser avec nous parce que la société va tranquillement changer aussi. Puis un moyen de rejoindre rapidement tout le monde, parce qu'évidemment, tu sais, bon, il y avait la radio qui avait quand même une très grande percée, mais tu sais, les artistes, il y a des, bon, Grimadi faisait des tournées avec la poune, puis mandat par an, fait que on se promenait, le théâtre des variétés. Mais tu sais, il y avait, tu sais, de faire le tour du Québec avec des routes non carrossables, c'est encore quelque chose qu'il y avait dans les années 50-60, là. Tu sais, c'est Jean Grimadi, c'était ça? Jean Grimaldi, oui. Le père à Francine, il comptait ça, tu sais, des expéditions, là, il n'y a plus de route, là, on transporte le stock pour aller faire la séance dans l'école, dans le sous-sol de l'église du coin. Mais tu sais, en diffusant la culture comme ça, c'était pas tous les Québécois qui savaient que c'était qui la poune. Tandis que là, avec la télévision... Exactement. L'image est diffusée aussi. Il va se créer un star système québécois. Oui, et aussi. Très rapidement. Oui, ça n'a vraiment pas été Donc, ça a été très fort. Des classiques. Bon, donc, aussi, ça va teinter notre langage. La musique, tout ça. Il y a des expressions. Oui, comme? Si je te lance ça de même. Si je te dis viande à chien. Ben oui, viande à chien. Si je te dis boule au noir. Ça me dit moins quelque chose. Non! C'est Alexis dans La belle histoire des pays d'en haut. Boulot noir. Va t'en lâcher un, moi. Jérusalem. C'était de Yves Corbeil dans Peau de banane, ça. Ah, j'ai moins écouté Peau de banane. Je vois Nathalie, notre caméraman, opiner, acquiescer. Elle se rappelle les oui, c'était ça. Celle-là ne me disait rien, non? Peau de banane, je m'en souviens très bien, par exemple. Avec Marie-Soleil Touga. On parle de stars. Oui, qui était... Oh oui, on s'entend télévisuelle, ça n'était une. Une très belle star, il y a une émission Les enfants de la télé, Marie-Soleil Touga. Elle aurait tellement sa place. Décès, malheureusement, précipité. Donc, c'est ça. Fait que là, tu vas nous parler de ces incontournables. Oui. Là, tu n'avais pas Peau de banane dans ta liste. Écoute, quel sacrilège, j'ai pas Peau de banane. C'est pas grave. Mais là, j'ai fait un choix aussi, un petit peu personnel. Je m'excuse à la maison s'il y en a qui disent, mon Dieu, mais là, je vous annonce ça, là, c'est une historienne dans l'âme, l'aspect historique, il se reflète dans tes choix. Ben, le premier, même si tu n'étais pas une amante de l'histoire, j'ai pas le choix. Il est incontournable. Non, puis je suis allée chercher surtout les miroirs de la société aussi. On est allé chercher plus de ce côté-là, mais les belles histoires des pays d'en haut, je ne pouvais pas passer à côté, c'est le premier. En 50... Dans le fond, on dit que la télévision commence en 52, on va commencer en 56 à réécrire avec Claude-Henri Grignon, qui a écrit le livre Nommé son péché en 1933, qui a fait ensuite les radio-romans, excuse-moi. Oui. Et ensuite, qui fait le téléroman. Donc, c'est tout lui qui va aller faire, qui va exploiter ses personnages, mais qui va en créer des nouveaux pour l'occasion, qui va essayer justement d'élargir ses horizons aussi de plus en plus, mais on ne peut pas faire pareil comme à la radio et encore moins comme dans son livre. On est beaucoup plus politically correct. C'est une version diluée, on pourrait dire. Diluée, c'est peut-être pas le bon mot. Blanchie. Mais... OK. On est beaucoup plus blanc. Dans le livre, là, je vais en parler en anglais, là, Séraphin, il est plus cheap encore. Il est plus cheap, il est plus, j'irais même jusqu'à dire vicieux. Et dans tous les sens du terme. Agresseur sexuel? Peut-être pas agresseur. Mais il n'est pas dans le consentement, mettons avec sa Donalda. Et on va aller surtout, je dirais, dans le côté cupidité, le côté cruauté. Je donne un exemple à la maison. Ceux qui l'ont lu vont savoir exactement où est-ce que je m'en vais. Le cercueil de Donalda à la fin, parce que Donalda meurt dans le livre. Elle ne meurt pas dans les belles histoires des pays d'en haut. Mais elle va mourir et le cercueil est trop petit, il va casser ses genoux pour que ses jambes rentrent. Donc ça, c'est Claude-Henri Grignon, 1933. Mais là, à la télévision, 56, on a l'Église, on a la politique. On ne peut pas faire ça à Donalda, donc on la fait pas mourir. On fait en sorte que durant les derniers épisodes, quand Donalda est malade, Séraphin a de la peine, il y a même une larme, il va payer le docteur, lui qui est avare. Donc on va faire un petit chamboulement de personnage pour montrer que Séraphin, il n'est pas juste un homme mauvais, mais qui a aussi une personnalité qui peut être développée. On l'a rendu plus humain. Humain, exactement. Et quand tu parlais dans la culture populaire, on disait quelqu'un soit pas cheap, fais pas ton Séraphin. C'est resté, ça, là. C'est resté. Ben oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qu'on ne se rend pas toujours compte que ça vient. Fait que là, c'est un Québec
tourné vers son passé. Oui. Et là, évidemment, bon, le Québec, l'histoire du Québec, c'est souvent le dilemme entre avenir et passé. Oui. Là, on est un peu tout le temps déchiré. Oui. Des fois, c'est une version idéalisée du passé. Oui, aussi, bien, là. surtout dans ces années-là. Oui, oui, Plus oui. on avance, si on regarde, mettons, Un homme et son péché de Charles Binamé, que j'ai ici justement à la maison, Oui, qu'on a le film qui était sorti avec Karine Vanasse, Roy Dupuis. oui. Donc, on va justement avec Pierre Lebeau qui faisait un Séraphin incroyable. C'est déjà plus fidèle au roman, on va se le dire. On est allé pas plus fin. rough. Oui, oui, oui. Mais c'est Puis, sûr que. je me rappelle, moi, c'était-tu là-dedans? L'intro. Là, on comprend que la mère de Séraphin, Oui. elle se prostitue pour C'est- faire de c'est drôlement l'argent. dit, oui. Lui, il voit ça. Fait que, tu sais, on Tu n'était comprends plus. pas là-dedans là, Non, non, dans mais on l'émission pouvait de pas. télévision. Mais Ben, tu sais, prostitution. d'allusion sexuelle. Mais non, on mais non, peut c'est pas sûr. Il n'y avait pas de penser à ça. sexualité dans les belles histoires des pays d'en haut. Non, non. Jamais, 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 jamais. C'était très, très, très poudré. Donc, on a ça passe à la télévision et ça a continué de passer, ça, Oui. à Art TV. À RTV, si vous voulez écouter des épisodes, RTV, oui. Anecdote, ma chère, Oui. à l'école secondaire Jean-Nicolet, que Oui. tu as fréquenté, on a des classes d'adaptation scolaire, et entre autres avec des élèves de déficience intellectuelle. Et il y en a un, lui, un des jeunes qui fréquentait cette classe-là, c'était un fanatique de cette Des belles émission-là, histoires. parce que là, il y avait un tableau blanc interactif, puis il pouvait écouter la télé dessus. Fait que voyons lui, donc. après dîner, je pense que ça passait à 1 heure. Il fallait qu'il écoute son voyons. Séraphin. Oh oui, puis il était là, puis il se berçait d'écouter Ben ça. voyons donc. Fasciné. Oh oui, c'était quelque C'est un chose. univers qui faisait du bien. Ouais, il écoutait ça, lui. puis tant mieux, mon Dieu. C'est le- bon, ça. Ben oui, ça le déposait. Donc, là, on est fin de 56 à 70. Évidemment, là, 60, on tombe dans la modernité. Mais il y a une émission qui va concrétiser cette entrée-là dans la vie moderne. Oui, oui, là. sur un moyen temps et de Oui. façon féministe. Oui, Ce qui est deux très, très, femmes. très... Deux femmes, donc Là, je on parle de parle- moi et l'autre. Avec Dominique Michel et Denise Oui, Filiatro. on n'a pas pris les plus laides, on va se le dire. Oui. Il y a des femmes qui incarnaient leur époque, Oui. Assumées, Oui. qui avaient des carrières, puis dans leur vie personnelle aussi. Oui, là. oui, oui. On avait tous les aspects de... Ben, je dis féministe, mais c'était aussi revendicateur dans un autre sens, dans le sens où la femme n'était pas seulement la femme à la maison, c'était aussi le côté « je m'assume pleinement et je ne suis pas qu'un terme, je ne suis pas qu'une féministe, je suis une femme. C'est la normalité d'être une femme comme ça. Je suis maître de ma Oui. vie. J'ai pas à attendre un gars pour Non. sortir. J'ai pas à attendre un gars Exactement. pour me faire vivre. J'ai pas à attendre. Je suis en Je action. suis- Exactement. Puis au niveau, tu sais, on a parlé de sexualité dans les belles histoires des pays d'en haut qui étaient évacuées Totalement comment? Complètement. Dans moi et l'autre, est-ce que, bon, on comprend que c'est des filles Oui. célibataires Exactement. qui vivent une vie de femme célibataire? Oui, c'est pas explicite, dans le sens où on n'a pas de scène de sexualité ou quoi que ce soit. Par contre, on comprend que ces femmes-là sont des amantes, ils ont des amants. Tu sais, on voit qu'il y a quand même une entourloupette Oh. autour du sujet. Puis c'est l'époque, là, on est dans l'Expo Oui, 67. de 66 à 71. Ben là, l'Expo. Oui, oui. L'Expo. Fait que là, on Exactement. découvre Ouverture le monde, sur le monde. la pilule Contraceptive. Exactement. tout ça, Oui. l'habillement, tu sais, de voir des Oui. femmes en mini-jupe à la télévision. Oui, oui. Les têtes aussi, on s'entend que Denise Filiatro, elle avait toujours une merveilleuse coiffure très, très bombée, tandis que Dominique Michel, c'est plus le côté garçon, donc on allait chercher les fossiles. Moi, je pense que c'est pour ça que j'aimais ça. J'ai toujours une fascination pour les fossiles. Puis on a revu ça, même si c'est pas notre Oui, génération. non, mais moi, je suis pas tu cette sais, génération-là du tout, puis ça j'ai repassait à la adoré ça. télévision. Ouais. J'aime encore ça. Ouais. Puis Oui. c'était puis évidemment, notre télévision, elle a sa vie, elle a son origine, tout ça, mais on a l'influence américaine aussi. Là, ça, Énormément. c'est un vrai sitcom. Énormément. là. Oui, c'est une ça. C'est le comédie premier de sitcom. situation, c'est Oui. drôle, tu sais, il y a des affaires Exactement. cocasses, tout ça. Un peu comme avec John Ritters, quand il faisait La vie à trois, si je ne me trompe pas. Vivre c'est- à Vive à trois. trois. Vive à trois. C'est un peu, je dirais pas le même principe. Parce qu'eux, il y avait beaucoup Hey, Chrissy, de clins d'œil. Chrissy. Elle était belle, Chrissy. Hein. Suzanne Sommer. Moi, c'est ses cheveux. Ah! Tous les gars tripaient dessus parce qu'il y a fantasmait et toutes les femmes voulaient sa tête. Monsieur Fraley, Monsieur Roper, l'autre qui revenait du Riddle Beagle, le épouvantable. bar. Mais c'était plus rock'n'roll. Oh oui, mais là, on est plus Celui-là, tard dans exactement. les Mais ça années. faisait quand même un petit peu penser Bon, oui, c'est un à ce genre de principe-là. comédie-là. Oui, Donc, exactement. aussi une émission qui a eu une durée extraordinaire, la troisième émission que tu nous mets de l'avant. Là, on est comme, on était dans le passé, on était dans la modernité que moi et l'autre, Oui. mais là, on retourne dans le passé. Mais c'est en même temps que moi et l'autre.
C'est de 60 à 83, donc on est quand même dans les mêmes années. C'est juste montrer la controverse aussi, la télévision. Justement, on a eu ce côté-là de... Il y a une émission comme Moi et l'autre qui va arriver, qu'on va faire comme, oh mon Dieu, on a une explosion de... Et on va avoir Soirée canadienne qui va revenir vers le folklore québécois. Puis là, Soirée canadienne, est-ce que c'est à Radio-Canada, ça? Non, c'était les 7. C'était les 7, c'est produit à Sherbrooke. Exactement, les 7 à Sherbrooke. Les studios étaient situés à Sherbrooke. Parce qu'il y avait un réseau, ben là, on connaît le réseau TVA, mais à l'époque, c'était des entreprises privées qui vont, à un moment donné, se fédérer. En Mauricie, on avait Chem Télé 8, on avait Télé 7, on avait la Téléphare, c'était Télémétropole, qui était à Montréal. Mais donc, ça, c'est produit régionalement, mais c'est diffusé... À travers la province. OK. C'était le samedi soir. Exactement. Avant le hockey. Avant le hockey. Oui, on mettait le feu à la place pour. Puis le hockey était à 8 heures dans ce temps-là. On se couchait tard. C'était une époque où on se couchait tard. On se couchait tard. On mangeait des chips au vinaigre. Oui. Bien, moi, je me rappelle d'avoir écouté les nouvelles à TVA à 23 h le soir. Mais ça fait pas si longtemps. Est-ce que ça fait longtemps que ça a changé? Parce que ça, moi, j'ai connu ça. Moi, le souvenir que j'ai, enfant, je me couchais tard. J'écoutais les nouvelles, moi. À Radio-Canada, c'était à 10 h, à 22 h, et à TVA, c'était à 23 h. OK. Et à Radio-Canada, après les nouvelles, souvent, il y avait un talk show. Moi, je n'ai pas connu ça, mais il y avait Couche-Tard. Après les nouvelles, il y avait un talk show de soirée. Là. On parlait des nouvelles ou ça avait aucun Non, c'était un talk show. C'était des gars, c'est quoi, Nathalie et moi, là. Adlib à TVA aussi, c'était après les nouvelles. Non, Adlib, je pense qu'il était avant les nouvelles. Mais en tout cas, c'était des émissions de talk show où on avait des discussions avec des comédiens, des musiciens, tout ça. Fait qu'on avait ça après. Donc, Soirée canadienne, fais-nous l'histoire de Soirée canadienne. Bien, le grand Louis Bilodeau, donc on se rappelle de Louis Bilodeau en avant la musique, puis on partait. Soirée canadienne, ce qui était vraiment génial, c'est qu'à une époque où les gens n'avaient pas vraiment les moyens de voyager, ou le temps, parce qu'on s'entend que c'était peut-être pas la même vie qu'on a de nos jours, on faisait voyager le Québec à travers la télévision. Des petites provinces, des petites municipalités, pardon, j'ai dit provinces, municipalités. Puis on a déjà été même dans l'Ontario francophone, on est allé partout, dans le Nouveau-Brunswick, je crois que c'est plus de 1000 municipalités qui avaient été visitées en l'espace de 5-6 ans. Il allait vite quand même. Il ne diffusait pas toutes. Parce que M. Bilodeau, il avait sa façon de faire. Lui, durant l'été, il prenait son auto, il partait et il allait à plusieurs places, puis il descendait, puis il disait, mettons, dans un dépanneur, où l'hôtel de ville? Fait que là, le monsieur, il disait, telle place, il s'en allait à l'hôtel de ville, voyait le maire. M. Bilodeau, j'aimerais faire une soirée indienne. Donc, il faisait peut-être des pilotes, des fois, dans les places. Il allait voir le talent. Exactement. Sur place. Moi, je pense qu'il sondait un petit peu l'intérêt, le talent, les personnalités. Et après ça, si ça marchait, ils amenaient dans son studio à Sherbrooke. Et Prise 2 qui rediffuse des soirées canadiennes. On est à Saint-Léonard d'Aston ici. Il y a des... Ils ont passé à Saint-Léonard d'Aston. Il y a des gens que je connais qui sont toujours vivants, qui ont passé à la soirée canadienne. Marie-André, qui est de Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, ça a passé puis tous les municipalités. Et moi, mon grand-oncle est passé, je l'ai vu. Je trouve ça drôle à chaque fois parce que je me dis, je l'avais interviewé là-dessus, il était bien fin. Puis là, le décor que souvent on a repris dans des parodies. C'est épouvantable. Mais le décor, le verre. Moi, j'ai jamais compris le verre et le mauve avec la brique. Ça faisait pas tant ancestral, mais je pense que c'est le côté parce qu'ils ont peinturé pour le noir et blanc. Et je pense qu'après ça, quand les couleurs sont arrivées, d'après moi, ils n'ont pas refait les couleurs. Ça serait, Puis, moi, j'ai entendu dire qu'il allait, je ne sais pas si ça a été comme ça dans la production à chaque année, mais on allait chercher les gens en autobus. Oui, non, ça c'est vrai. Et on les ramenait, puis on pratiquait. Exactement, il y avait 2 pratiques. Dans l'autobus pour voir que tout était bien placé, puis on arrivait en studio. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pratiquaient, quand ils disaient la municipalité de Notre-Dame-de-Pierreville vont passer telle journée au studio. Ils se pratiquaient pendant, mettons, un mois et demi. Ensuite, la journée du tournage, ils arrivaient à Sherbrooke le matin, il faisait 2 générales. Ensuite, dans l'après-midi, il faisait des tests de son. Et là, souvent, M. Bilodeau venait écouter la dernière générale l'après-midi. Et là, il disait, c'est pas assez rapide. On va faire le temps, mettons, 2 fois plus vite. Mais là, les personnes qui s'étaient pratiquées pendant un mois et demi, les autres, ils sont pas habitués au métier. Puis c'était des amateurs. C'est des amateurs. C'est pas des gens. Il y en a qui étaient très talentueux. Oui, le talent est là. Mais c'était de la musique populaire. C'est pas tout le monde qui lit la musique. Donc, des fois, ils disent, on va changer telle chose. Mon oncle qui lisait pas la musique, il était un accordéoniste. Il dit, il m'avait amené une partition, puis j'étais trop gênée pour dire que je savais pas la lire. Donc, c'est un monsieur sur le plateau qui l'avait aidé toute l'après-midi à pratiquer une autre partition pour l'enregistrer.
l'enregistrement du soir. Donc, on s'entend que c'était pas évident pour ces personnes-là qui étaient comme chamboulées. Et aussi, cette époque-là, bon, on voit que ça commence dans les années 60, mais il va y avoir dans les années 70 un retour, là, un retour vers le traditionnel, tout ça. On a eu des groupes comme Le Rêve du Diable, La Bottine souriante, on a vu des festivals apparaître. C'était in, le folklore. Oui, là. Énormément. Et cette période-là, on va avoir beaucoup de commémorations. Des fois, on profitait de soirées canadiennes. C'était le 150e du village, mais cette année-là, on allait à soirée canadienne. Fait que là, tu avais la Miss. Tout le temps, avec le banderole, la mascotte. Des fois, les mascottes, on fait tabarnouche. Puis le maire, le curé, les aînés. Puis là, tu voyais le monsieur avec sa madame. Là, comment vous l'avez rencontré, votre femme? Je la fréquentais, puis là, j'ai demandé à son père. Puis ben, c'est cute. Moi, c'est le bout que je préfère. Je vais l'avouer. C'est peut-être moi qui... T'es une romantique. C'est une romantique. Oui. Je les aime, les petits. Les petits. Ils sont pas tout petits. Les personnes âgées qui nous parlent et qui disent moi, je l'ai rencontré. J'ai demandé 3 fois sa main, son père voulait. Moi, ça vient me chercher. Oui, on n'est plus à cette époque-là. Un jour, peut-être qu'on fera ça, un retour de soirée canadienne. Je me demandais qu'on va demander la main à un petit. Bon, fait que là, on reste dans le terroir. Oui. Ça aussi, moi, les belles histoires des pays d'en haut, je les vu en reprise. Oui. Parce que je n'étais pas né. Mais ça, je l'ai vu en vrai. J'écoutais ça avec ma maman. Moi, j'écoutais des téléromans avec ma mère. C'est vrai? Mon père, j'écoutais le hockey, j'écoutais RBO, des émissions d'humour, mais les téléromans, moi, je haïssais pas ça. Avec ta maman? Avec ma maman. Moi, j'ai des souvenirs de la deuxième, moi et l'autre, la deuxième partie, oui, en 90. Oui, je me rappelle de ça, avec Angèle Coutu. C'est vrai, c'était Angèle Coutu. Moi, je l'aimais, Angèle Coutu. Oui, moi, je l'adore. Dans Marguerite Volant. As-tu écouté Marguerite Volant? Non, ça. Que je la trouve bonne. Bien, mon année, je vais me permettre... Je vais me permettre une petite parenthèse éditoriale. Moi, à un moment donné, les émissions d'époque, là... on s'entend que moi, c'est mon dada. Les filles de Caleb, j'aimais ça. C'est bon, les filles. Blanche, j'aimais ça, mais après ça, j'ai comme trouvé que commencer à tirer à Mais on s'entend que... Je pense qu'à cause du succès Filles de Caleb, qu'on va parler d'ailleurs tantôt, je pense que oui, c'est devenu quelque chose qu'au Québec, on a commencé à se dire, ça prend bien. On s'entend que c'était un succès assuré quasiment. Mais il y a des séries qui ont été meilleures que d'autres. J'avais un goût de modernité. Tu sais, moi, j'ai accroché beaucoup sur L'Anséconde, dont on va parler prochainement. Oui. J'ai beaucoup accroché sur Scoop. Là. Tu sais, moi, je voulais voir du monde qui se promenait en char, là, et non pas à cheval. Mais c'est bien d'avoir les deux. Honnêtement, je trouve que de nos jours, on a une belle diversité. C'est bien. Donc, c'est ça. Fait que là, tu nous parles d'un classique de la télé québécoise. Et je me permets, tantôt, je voulais en parler, je l'ai oublié. C'est que là, on avait une époque de rendez-vous télévisuels. Des millions de personnes qui écoutaient la même chose. Et là, on a plein de canaux, on a des médias sociaux, on a moins ces rendez-vous-là. Exactement. Mais tu sais, le temps d'une paix, là, t'en parlais au travail, t'en parlais à l'école. Tout le monde 9 fois sur 10, la personne avait écouté la même émission que toi au même moment. Exactement. C'est ce qu'on a plus de nos jours. On a tellement de plateformes, on a tellement de choix. Qu'on a pu ce GMP, leur GMP, c'est la même chose. Jean-Marc Parent. Flash et Lumière. On aurait pu on le ferait quand même, mais on l'aura plus ce même... Le dernier rendez-vous télévisuel qu'on espère qu'il ne reviendra pas, c'était les conférences de presse pendant la COVID. La COVID, oui, non, ça... Tout le monde était assis au même moment à écouter la même affaire. C'était pas la même ambiance. On va se le dire, on flashait pas trop les lumières. On n'était pas dans le divertissement. Et à cette époque-là, moi, j'étais à Québec. Je demeurais à Saint-Honor-d'Aston, mais... Tu sais, tout seul, en appartement à Saint-Honor-d'Aston, j'ai été rejoindre mon être aimé à Québec. On s'est fait une cellule. C'est romantique aussi, On s'est fait une cellule à 2 à Québec. Bien, c'est ça, c'était marquant de voir. Moi, je suis quelqu'un qui prend des marches ou qui fait du jogging. La conférence de presse finissait. Et là, tout le monde, tu voyais les gens aller prendre leur marche. C'est vrai, on évaluait. On évacuait le stress de... C'était comme le moment, là, on allait prendre notre marche. Mais c'est vrai. Puis c'est arrivé au printemps. Il faisait beau. Oui. C'était pas... Donc, c'est ça. C'est un intermède. Ça arrive. C'est arrivé. Oui. Ben oui. Faut en parler. Oh oui, c'est ça. Donc, on y va avec le temps d'une paix. Le temps d'une paix. Ça, c'est mon dada. Ça, c'est mon bonbon à moi. Oui. De tout ce que je peux parler, j'en ai plein que j'aime. Ça, toi. Le temps d'une paix, c'est quelque chose... Ça me rappelle mes grands-parents énormément. Puis c'est quelque chose qui me fait du bien. Peu importe. Des fois, quand je me sens moins bien, quoi que ce soit, je mets un épisode. On dirait que je rentre chez Rosanna. Je les connais. C'est ma famille. Ça me fait du bien. Là, j'ai le goût de faire une théorie à 2 scènes. Parce que là, les belles histoires des pays d'en haut, le personnage, c'est un homme. Oui. Là,
comme si on faisait une fusion entre moi et l'autre. Là, il y en a dit, qu'est-ce qu'il dit là? Mais là, c'est les femmes. Oui. C'est une femme de pouvoir, Oui. Rosanna. Là. Exactement. Tu me coupes. Hey, écoute, exactement ce que je m'en allais dire. Fait que là, on a pris une belle histoire des pays d'en haut, puis on a pris moi et l'autre. Et on a fait une série d'époque, oui. Parce qu'elle est très, très... On ne peut pas dire que c'est pas authentique. Il y en avait des femmes dans l'époque qui géraient. Oui. Puis on le sait, là. Moi, mes grands-mères étaient de même. Moi, j'avais une grand-mère qui avait du caractère. Je veux dire, on s'entend que c'est amener la maison. Le boss, c'était... Oui, c'était elle. Elle gérait un restaurant, elle gérait une shop de couture, elle gérait... En même temps? Ben non, mais la maison familiale... Ah, je pensais que tu voulais dire qu'elle faisait tout ça en même temps. Non, mais à 10-12 d'une famille. Tu sais, moi, ma mère, il était une quinzaine, mon père était une dizaine. C'est une femme qui gérait ça. Elle gérait un restaurant, elle gérait des approvisionnements, elle gérait de la couture, elle gérait ça. Mais moi, mon beau-père, sont 15. Ouais. Puis il me disait l'autre jour, ma mère, elle faisait le train avec nous autres. Fait qu'imagines-tu le travail de cette femme-là, la charge mentale de cette femme-là, à quel point c'était énorme. Des fois, ils faisaient la comptabilité. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'était des... Le père était un ci, un ça. Il faisait des réunions au village, il était commissaire à l'école, peu importe. Oui, puis c'est exactement. ça, on pense, on est bien moderne, mais tu sais, le multitasking, là, c'est pas d'hier. Ça existait. Non, les femmes, ils géraient beaucoup. Donc, Rosanna, le temps Rosanna Saint-Cyr. Donc, on a la famille Saint-Cyr ici. Oui. Ce qui est génial dans le temps d'une paix, c'est que moi, c'est que j'adore le côté... on va aller en campagne. Donc, Rosanna, c'est la campagne pure et dure. On est dans les années... fin année... en fait, 1919, si je ne me trompe pas, la première saison. Donc, on est dans l'après-guerre. L'après-guerre, dans le temps d'une paix. On va aller dans le temps de la paix, entre les deux guerres. Il y a une dimension internationale, ce qu'on n'avait pas nécessairement dans les belles histoires des pays d'en haut. Pas vraiment. À part Baby, là. Tu sais, ce qui se passe en Europe a de l'impact. Ce qui se passe aux États-Unis a de l'impact sur nous autres. Là. Oui, on a le crash boursier. Il y a le R100, il y a des innovations technologiques. Te rappelles-tu la chanson du R100? De la Bauduc. Oui. Non. R100. Je vais t'appeler Petit Jean, moi, R100. Mais dans le temps d'une paix, ce qui est génial, c'est qu'on fait vraiment le point de vue de... On est en campagne, on va aller chez les bourgeois, donc la famille du notaire Fournier. La lutte des classes. Exactement, mais là, on va aller dans la lutte des classes de sa fille est une servante pour la classe bourgeoise. Elle va tomber enceinte du jeune fils du notaire. Ça va faire un charabia, mais elle va finir par se marier avec. Donc, on a vraiment ça commence à être acceptable. Pas vraiment, mais on le fait pareil. Tu sais, on a vraiment ce côté-là qu'on va aller en tourlouper. Et c'est vraiment génial de voir aussi la mécanisation. Donc, son fils est un pro de la mécanique, Lionel. On a Valérien qui, lui, il a jumpé les chantiers. Il s'est sauvé durant la guerre, il s'est caché, c'est un déserteur. On a vraiment beaucoup d'aspects théoriques, historiques, sur un fond contemporain. C'est ce qui fait que ça vieillit bien. Puis, on a, comme tu dis, c'est comme une période de transition. Oui, il y a des autos, mais il y a encore des gens qui servent du cheval. Des jouals. On a aussi, si je me rappelle bien, c'était tourné sur la côte à Charlevoix. Oui, je suis allée, moi. Au village. Oui, en fait, maintenant, il n'y a plus de village. Il y a la maison. On ne peut plus vraiment s'approcher. Par contre, il y a le monsieur qui habite à côté parce qu'il m'a expliqué que la ferme de Rosanna, les bâtiments de la ferme sont centenaires, pas la maison. C'est un décor. Mais qui veulent refaire la maison puis faire parce qu'à l'intérieur, c'était pas là qu'ils tournaient, c'était en studio. Ils tournaient les extérieurs. À Montréal. Exactement. Mais qui veulent refaire l'intérieur de la maison comme un musée, exactement comme dans le temps d'une paix. Puis il y avait relativement beaucoup de tournages extérieurs dans cette émission-là, qu'on avait moins des belles histoires des pays d'en haut. Là. On a quelques-unes, mais les images sont pas aussi... On s'entend que c'était pas les mêmes techniques aussi, puis c'était peut-être l'argent, oui, j'imagine. Le son aussi, c'est pas évident. Tandis que là, oui, on est en extérieur et on suit les personnages. C'est pas toujours une caméra statique. Donc, on va commencer à suivre un peu les personnages une fois de temps en temps. On va dans la grange, on rentre à l'intérieur. Puis il y avait Mère Bouchard. Mère Bouchard, Ticoune. Là, avec Conémédier qui jouait 2 rôles là-dedans. Oui, avec Amédée Fournier. C'est Amédée qui va. Attends, sais-tu? La fille du notaire, Alexandrine, va marier Amédée. Qui est Ticoune, qui est l'acteur qui fait Ticoune. Sais-tu pourquoi ils ont fait ça? Non. Ils voulaient prouver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoyaient des lettres pour dire vous exploitez un handicapé mental. Ah, il était tellement bon qu'il pensait qu'il était réellement handicapé mental. Exactement. Et là, on dit on va faire en sorte que Ticoune va avoir un autre rôle. Et ils vont comprendre que c'était Denis Paris. Oui, un comédien de Québec, si je me rappelle bien. Oui, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis il y avait des bouts aussi, je me rappelle bien, qui se passaient en ville. Oui. Moi, je me rappelle, moi, je n'étais pas vieux, le 80, là, moi, j'ai 6-7 ans, là. Moi, je me rappelle qu'il y avait de la violence dans le temps du souper. Des chicanes, des tavernes, des batailles. Des tables qui revolent. Oui. Puis c'est quoi, McPherson? Mais c'est McPherson. McPherson qui j'avais est peur un homme... de lui. Moi. C'est vrai? C'était mon meilleur, McPherson. Oui, mais moi, j'étais jeune à ce temps-là. J'avais peur. Mais c'est Valérien qui était rough. Okay. Passe-Montagne. Ah oui! C'est Passe-Montagne. Qui incarnait la douceur. Ben oui, mais là, là, il avait une barbe.
Puis il était fringant. Puis son père... Il y avait de la boisson. S'il y avait de la boisson? Oui. Ils boivent tout de la... Ben, Zidore, le beau Zidore, je sais pas si on se souvient, le comméreux du mère. village. Ben oui. Lui, il est alcoolique, avec son frère Nicéphore. Hey, j'ai essayé tout, écoute. Ben ça, on parlait d'introduction de référents. Moi, il y a des Isidore à Saint-Nord. Ben, ça, Zidore, c'est un nom qui est devenu très, très... Oui. Moi, chez nous, on dit « fais pas ton Zidore ». C'est vraiment quelque chose qui est insultant. Oui. Puis, il y a eu le fameux spécial. Moi, ça m'a marqué. Le spécial de Noël. Ben là, parle-nous de cet épisode-là. Parce que le temps d'une paix, je pense que c'était 30 minutes. Les 3 premières saisons, c'est des 30 minutes. Ensuite, on va aller dans les heures. Mais il y avait comme eu un spécial. C'était peut-être plus qu'une heure. C'était 1h30, puis c'est après la deuxième saison. On a fait un spécial Noël. Avec le premier, parce qu'ici, on a Jean Besseret. Oui, qui était le deuxième Joseph Arthur. L'autre, c'était Dufresne. C'était Fardoche. Oui, encore des qui était le père du Passe-Montagne. On va-tu nous en parler un bonjour de Passe-Partout? Il faudrait. Juste pour toi, pour Passe-Caro. Ben oui, parce que là, Vardoche, son fameux coffre à outils, moi, ça m'a troublé. Fardoche, je le trouvais tellement beau, en plus. J'ai eu peur, moi. C'est vrai? Ben, quand il s'est choqué après Passe-Caro, qui avait joué après son coffre à outils, là. Je sais qu'est-ce que tu t'avais dit de pas jouer. C'est sa voix. Il avait une bonne voix. Moi, j'étais là chez nous. Fardoche est fâché. Donc, le spécial de Noël. Là, parle-nous de cet épisode-là. Ça a été comme le sommet de la popularité du Temps d'une paix. Mais le Temps d'une paix ça a été, à cette époque-là, c'était l'émission la plus regardée, avec des 4 millions de téléspectateurs. Ça n'avait aucun sens. Il y avait vraiment une effervescence. Assez qu'ils ont clôturé le tournage extérieur parce que les gens de la région se rendaient sur les lieux pour assister. Parce que là, on avait mis le paquet. Là. On filmait d'une église, il y avait une chorale. C'était quoi l'intrigue? Là? C'était le punch, comment ça finissait? C'est qu'il était espoir quelqu'un qui chante le Minuit chrétien. Tu veux dire dans le spécial de Noël? Oui. En fait, c'est que, on va le dire, c'est politique. Joseph Arthur est bleu et M. Desrosiers, je ne sais pas si tu te souviens, la famille Desrosiers, dans le fond, c'est que le plus grand fils de Joseph Arthur, Yvon, va marier Marie des Neiges. Deux familles politiques, les bleus et les rouges. Voilà, les bleus contre les rouges. Donc, Joseph Arthur est bleu et son beau-père, le beau-père de son fils, est rouge. Je vais me servir de ma vieille maîtrise en sciences politiques. Les bleus, c'était les conservateurs, Union nationale en devenir, et les rouges, c'était le Parti libéral. Et voilà, et les rouges allaient en enfer, les bleus allaient au ciel. Oui. Et voilà. Mais c'est ça, Joseph Arthur, qui est bleu, chante depuis des années le Minuit chrétien. Et là, paf, le matin de la messe de minuit, il n'y a pas de voix. Et là, Mère Bouchard va y préparer une tisane. Et là, on pense que c'est du pipi de cheval qu'elle met dedans parce qu'on voit Ticoune aller chercher quelque chose à terre en dessous du cheval. On comprend pas trop c'est quoi, mais on pense que c'est ça. Puis elle dit avec ça, au bedon tu débouches, au bedon tu crèves. Fait que durant la messe de minuit, il se dit, c'est sûr que ça va être Desrosiers qui va chanter à ma place. Et là, ça commence à faire de la bisbille dans le village. Le prêtre s'en mêle, Rosanna, la femme de M. Desrosiers s'en mêle, pour que c'est Rosanna, finalement, qui va aller chanter le Minuit chrétien. Et par magie, la voix de Joseph Arthur revient à ce moment-là, puis là, il monte en haut et il va chanter il chante de sa belle voix. Puis là, c'est comme, me rappelles-tu, c'est comme l'affirmation qu'ils sont un couple aussi? Parce que c'était comme sous-attendu. Ça aussi, c'est quelque chose qu'à l'époque, on s'entend qu'en 1930... C'était pas marié, mais là, il allait faire des tours. Aux framboises, les petites fraises des champs, comme ils disent. Oui, ça aussi, c'est quelque chose. Puis ils se marient jamais. Ça finit qu'ils se marient jamais, mais tout le monde dans le village le sait, qu'ils sont ensemble. Ben oui. Oui, puis ça faisait pas tant, à part du dehors. Il faisait quelques vagues une fois de temps en temps. Tu parles de ça, j'ai l'image des deux, il arrive dans l'écran, lui, puis là, il chante, puis là, il est content. Ah oui, ça donne des frissons, même si je l'ai vu des milliards de fois. Femme en avant, une femme qui chante le Minuit chrétien. C'était quelque chose qui Moi, arrivait j'ai pas à l'époque. assisté à plusieurs messes de Noël dans ma vie et à ce jour, je n'ai jamais vu une femme chanter le Minuit chrétien. C'était quelque chose de très, 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 très avant-gardiste. On est encore dans ce bocage-là. Fait que, non, c'est ça. Temps d'une paix, Colin. Un retour vers la modernité. Évidemment, ce sujet-là, on va l'effleurer parce qu'on a fait une émission spéciale, mais il y a comme ça marque vraiment un virage. Lancez compte. Exactement. Lancez compte. Oui. Et là, on est dans le Québec gagnant. On est dans le Québec qui se dépasse, il y a de la controverse. Tu sais, notre télé, tu le disais en introduction, n'est pas étrangère à notre évolution sociale. Donc, le Québec Inc., le Québec en affaires, là, vous allez dire aussi que ça en va avec le hockey, mais c'est des gagnants. Lancez compte, c'est des gagnants. Là, on n'est pas maudite misère, c'est pas facile. Non, c'est pas ça. Non. On gagne la Coupe cette année. Exactement. On n'est plus l'ouvrier avec le foreman. On n'est plus le petit qui se plie pour le foreman. On est celui qui se lève debout et qui s'en va chercher son prix. Donc, lancez compte, on va l'aborder
abordé, mais c'était 86. Encore là, un très grand rendez-vous télévisuel. Ah oui. Ça a été un coup d'éclat télévisuel, Moi, j'ai des souvenirs de parler de lancer compte à l'école. Là. Ah, c'est vrai? Puis jouer à lancer compte. Là. Mais surtout que tu as été la première génération de lancer compte. Moi, je l'avais encore. Le vrai lancer compte. Le vrai lancer compte. Mais jouer au hockey dans la rue, dire je suis Pierre Lambert, je suis Marc Gagnon. Marc Messier? Mais il devait être pas pire. Mais Marc Messier, c'est un vrai joueur de hockey et un comédien. Il devait être bon au hockey. Moi, je devais être Templeton. Ah, mon Dieu. Ah, t'as appris le français en une nuit? Ben oui. Et voilà. On en reparlera. Je n'étais pas le curé, inquiétez-vous pas. Donc, je l'aimais. Oui. Le curé. Posé, oui, il avait des beaux yeux bleus. J'étais une fille. Oui. Donc, là, c'est compte. Fait que là, tu sais, une télévision, là, on sort des studios en carton. Là. Oui. Non, le budget, il est là. On est en extérieur, tu sais, de prendre le Colisée au complet, d'avoir des 10-15 000. Dodo a été figurante dans Lancer compte. Dodo, la conjointe de Stéphane. Oui, elle a été figurante dans Lancer compte. Donc là, on est dans la modernité. Puis on a eu beaucoup aussi de séries américaines. Moi, je pense que Régent Tremblay, dans son écriture, notre cinéaste Lauzon... Il a été un petit peu influencé par c'est ça, tu sais, de dire, on est capable. Il y a des chars, il y a des filles. Il y a de la drogue. Oui, il y a de la drogue. Il y a beaucoup de... Macha Grenon. Oui. Ben, tu sais, Régent Tremblay, on voit aussi qu'il aimait ça, de voir des femmes nues à la télévision. Bien, ça, c'est la première chose qui est ressortie de Lancer compte, parce que... Bien, on n'avait jamais vu ça. C'est une drôle de façon de le dire, mais oui, moi, j'ai fait un petit sondage, juste pour le plaisir. J'ai sondé à peu près peut-être une trentaine de personnes. J'ai dit, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans Lancer compte? Tous les hommes, sans exception, m'ont répondu, c'est les premiers 5 que j'ai vus. Ben oui. Puis je me suis dit, toutes les femmes me disaient, je tripais sur Pierre Lambert. Ça a été 100 de mes réponses. Mais tu sais, 86, il n'y a pas d'Internet. Ben non. Tu sais, ça se peut que j'ai trouvé la cachette de magazine Playboy à mon père. C'était les Sears à l'époque. Oui, mais là, c'était pas très... C'est pas aussi aguichant. C'est ça. Ça se peut que je trouve une revue qui traîne. J'ai cassé un autre caméraman avec mon Sears. Ça se peut que je trouve un magazine, mais tu sais, l'accès à de la nudité... Non, c'est vraiment pas pareil. C'était vraiment pas ça. Non, puis on se l'avoue-tu qu'il jouait beaucoup sur la sensualité féminine. On voyait très peu de corps masculin. Oui. Ben, à part Templeton, on voyait toujours son poil de chest, dit à la bonne franquette. Là. En tout respect pour Régent Tremblay, je pense qu'il y avait une fixation. Mais je pense que oui. Puis on jouait... Mais il le savait aussi. On s'entend que lui, il a fait un coup d'éclat dans le sens qu'on filme à l'américaine. Donc, on a des plans... qui sont très... on prend la caméra sur l'épaule. On commence à suivre les joueurs de hockey. On rentre dans notre sport national. On rentre dans les coulisses. Puis cette époque-là, on va terminer là-dessus, mais cette époque-là de hockey, de joueurs de hockey, les femmes, la bière, la dope, tout ça, Tremblay, il était journaliste sportif. Il l'a vu dans la vraie vie, ça. C'est sûr que là, ils ont peut-être canalisé puis ont mis beaucoup d'histoires sur le même gars. Mais je pense qu'ils ont fait en sorte que le spectateur on était fascinés par ce côté caché-là. Et lui, il nous rentrait dedans. Là, il nous en donnait. Les histoires qu'on soupçonnait, on les avait à l'écran. Exactement. Donc, Lancer compte 86 à 2015. Et qui sait, peut-être qu'il y aura encore une réincarnation. On peut-tu faire ressusciter Suzy, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah oui. Moi, ça me tue. Parce que c'est des enfants. Ben oui, c'est l'enfant Suzy Lambert. Marine Orsini, elle décède dans la dernière saison. Moi, je suis décédée avec elle. Ben ça aussi. Puis on parle d'attachement pour notre télévision. Marine Orsini, on l'a vu grandir. Là, elle est arrivée dans Lancer compte, elle avait 16-17 ans. Ah oui. Encore là, c'est un peu délicat de faire jouer une fille de 16 ans qui a une relation avec un homme de trentaine d'années. Oui, mais c'était le hockey. C'était quelque chose qui était fascinant. Donc, là, on retourne dans le passé. Oui. Toujours avec Marine Orsini. Oui, la belle Marine. Mais là, il y a eu Suzy Lambert, mais ça aussi, Émilie Bordelot, ça va être un personnage. Oui, les filles de Caleb. Mettons dans notre top 10 de personnages marquants de notre télévision. Elle est première. On va se le dire, là. C'est pas des premières, c'est dans le top 3 en masse. Ah oui. C'est pas la 1. Il y a Papa de la petite vie. Papa de la petite vie. Il y a Séraphin. Émilie est forte. On s'entend. C'est une femme. Oui, encore là! Oui, parce que Villa est important. Oui. Mais c'est quand même la vie d'Émilie. Mais lui, il part. Villa, c'est un bûcheron, c'est un gars de bois. Et voilà. Mais des fois, dans nos discussions de couple, là, on réfère à Émilie et Villa, nous deux. Oui. Moi et mon l'être chum aimé. m'appelle ma belle brume. Ouais. Moi, j'adore ça. Écoute, je peux être aussi belle que Marine Orsini. Ben moi, j'ai dit ça des fois à ma blonde. Là. C'est bien gentil, mais là, fais pas ta maîtresse d'école. Elle prend-tu bien? Mais puis c'est deux
stéréotype un peu de couple. Oui. Le gars, oui. l'aventurier, la fille là, qui veut que ce soit à l'ordre dans la maison. Aussi, on s'entend. Ils ont une trolley d'enfants, eux autres. Là, tandis que lui, il est plus, il est contraint. C'est l'antagoniste. C'est un esprit libre, exactement. C'est l'antagoniste qu'en 2025, que tu as peut-être avec ton chum d'un fois, là, qui dit... Moi, la maison, je veux partir, puis je veux faire des affaires. Oui. Ou juste le ménage. Oui. On faisait des blagues hier avec notre Nathalie nationale, puis on parlait du ménage. Puis, tu sais, des chums traîneaux, quoi que ce soit, des fois, c'est quelque chose qui... Donc, Les Filles de Caleb, une série d'époque qui se passe au Québec. Encore là, on voit des choses de l'évolution. Exactement. De partir de la terre, elle a de ses enfants, Émilie, qui vont aller vivre en ville. De partir pour la ville, la colonisation de l'Abitibi. Ça, c'est dans Blanche. On le voit un petit peu dans parce que Avila s'en va en Abitibi. Donc, on en parle un petit peu, mais oui, dans Blanche, on l'exploite à 100 tout ça. Donc, c'est ça. Et là, on parle de... Lancé Compte avait annoncé ça, mais là, on a des œuvres cinématographique à télévision. En fait, on a plusieurs personnages, dont le décor. Le batiscan, le bois, c'est vraiment très... c'est naturel et ça a tellement bien vieilli comparé à d'autres. Parce que, tu sais, je veux pas comparer les œuvres parce que c'est sûr que l'époque est différente, les techniques étaient différentes, mais les filles de Caleb ne vieillissent pas. La scène d'Émilie dans la rivière. Ah oui! Là, avec mais un villa aussi, qui est tout nu dans la rivière, de dos. Oui. Moi, étant une jeune fille, j'étais très, très jeune à l'époque, je me dis, oh mon Dieu. Ben là, c'était quelque chose de très, très, très impressionnant. À la brunante. Oui, elle sort de l'eau. Sensuel. C'est quoi qu'elle a comme... toi, tu parles de la scène... Mais la scène la plus sensuelle des filles de Caleb, c'est quand elle sort de son bain. Toi, tu parles avec sa chemise. Elle est toute nue, mais elle met sa petite chemise par-dessus. Ou tu parles du voyage de noces. Ah, le voyage de noces sur la perche chaude. Oui. Oui, j'ai l'air de savoir par cœur. Écoute, ben oui. Elle sort de l'eau, le corps oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. On appelle ça une... Parce que les femmes, à l'époque, ils se faisaient une jaquette nuptiale. Donc, une robe de nuit nuptiale qu'on mettait juste pour la nuit de noces. Ben oui. Et on faisait le plus de petits rubans possible. Le fameux voyage de noces, quand ils donnent pour boire au serveur, puis le gars, il regarde en disant, il ne sait pas de l'argent, tu sauras que j'ai travaillé pour cette pièce-là. Il fait semblant de parler en anglais, le serveur. Ça, Puis Avila, il sert un peu plus fort, puis il dit, lâche-moi. Je sais que tu parles français. Non, c'est bien... Fait que c'est ça, là, on est dans une œuvre. Mais là, j'allais dire, la scène la plus sensuelle des Filles de Caleb, moi, je pensais que c'était l'accouplement des chevaux. Oh, tabarnouche! Hey, ça là! Tu sais, quand t'es un enfant, c'est sorti en 91, donc c'est sûr, moi, je n'étais pas née encore. Mais quand je l'ai réécouté plus tard, j'étais pas si vieille. Je comprenais pas. C'était plus de l'eau, moi. Non, ben, c'est parce que c'est comme... Puis moi, je comprends pourquoi ça a été amené dans l'émission. Oui, non, c'est parfait, parce que c'est la Québec, métaphore. Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Fait que là, Émilie, regarde ça. Puis là, non, mais c'est les enfants aussi. Moi, c'est ce qui me fait pleurer, c'est que la mère de famille prend les deux petits garçons, puis elle leur touche les yeux, puis elle les ramène vers la maison, puis t'entends l'autre qui crie. Puis je me dis, mon Dieu, c'était intense. Mais c'est vrai, c'était ça pareil. Puis t'as les deux autres qui se font des mamours sur le bord, puis ça fait comme une drôle de tension. Mais là, on n'est pas dans la fin heureuse. Là, on est dans la misère. Elle a de la misère, Émilie. Là, elle aide des enfants tout seul. Puis là, il est parti, puis il prend un coup. Il se marie, il se met en ménage avec une autochtone. Il va avoir d'autres enfants. Puis ça, c'est une histoire vraie. C'est le roman d'Arlette Couture. Mais Émilie et Avila ont vécu pour vrai. Les familles Pronovo-Bordelot ont vécu pour vrai. Oui. Puis il y a des... Moi, je suis une fille sur Facebook. L'intelligent? Oui. Qui a écrit la vraie histoire d'Émilie Bordelot. Puis c'est ça. Oui, mais c'est vrai. Par rapport au livre, est-ce que la version télé n'est pas édulcorée? Là? Il y a des bouts rough. Non, c'est pas mal le livre, je dirais. Oui. Le livre n'est pas 100% véridique. Ouais. Il y a des choses qui ont été altérées, mais sinon, oui, il est très, très, très véridique. Parce qu'il y a de la violence. Ah oui, mais oui, là, il se fait battre. Puis la scène de l'accouchement dans la neige blanche. La blanche. Ben oui, la belle Blanche. Mais ça, c'est pas vrai. Blanche n'est pas réellement née dans la neige. Oui, c'était pour le... Ben, en tout cas, ça donnait un moment télévisuel. Écoute, moi, c'était un demi-peur. Je me disais, j'étais enceinte en hiver les 2 fois, Colin. D'un coup, j'accouche dans la neige. Pas de marche en forêt. Donc, là, tu vas nous parler... On avait moi et l'autre qui était dans la comédie, qui était une comédie à assumer. Là, on va parler d'une émission qui commence à 93 et une émission qui a commencé sur scène. Oui. Parce que Ding et Dong. Ding et Dong, les lundis des AA, les personnages de Timé et de la maman, c'était sur scène. Oui. Très dépouillé. Puis je présume que l'histoire du lit debout, c'est parce qu'il était sur scène et qu'il voulait être vu par les spectateurs. Oui. Le gros frigo. Donc, on avait un énorme frigo. Dans le fond, la petite vie, je vais le montrer ici. Ça a pris naissance sur scène. Donc, on avait un énorme frigo, une table, un lit, c'est tout. Ouais. Et on avait Régent et Thérèse qui sont arrivés là-dedans les premiers, avec maman et papa.
Et c'était de rire. Oui, oui. La petite vie, c'est rire des téléromans québécois, pas de décor, cheapo un peu, ben, pas tous les communs. Non, mais les belles histoires des pays d'en haut avec un décor de carton. Oui, puis il y en arrive-tu des affaires dans la vie, puis là, tu sais, la petite vie. C'est épouvantable, oui. Petite on rit de tous les stéréotypes, c'est-à-dire. Donc, on a tous les stéréotypes. On a Caro qui est comme illuminée avec sa... Oui, exactement. Exactement. Régent qui est un bon à rien, quasiment un ivrogne. Il y a toujours une bière au début. À la fin, on l'a moins, la bière. Régent, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai tout réécouté. Ben, il est sur l'aide sociale. C'est un profiteur, c'est un abuseur. Thérèse qui est névrosée comme 25. Le gérant de caisse. Le gérant de caisse, écoute. Le ticket, les cheveux, Pinson. Pinson et Creton, c'est mes lapins. À cause d'eux autres. Ah, ils s'appellent de même. À cause qu'ils ont la même tête. Rod. Rod. Il vient porter sa brossée. Il a 39 ans, mais oui. Moi, j'ai déjà ramené du linge sale à ma mère. Hier? Non. Puis là, je sais faire le lavage. Mais quand j'étais en appartement, des fois, je ramenais mon linge. Puis là, on faisait des blagues. Elle dit, fais ton Rod. T'avais-tu les mêmes cheveux? Non. Je sais pas si ça revient de... Ben oui, Rod Stewart. Ben oui, c'est ça. Toi, tu aurais eu un petit... Non. Non, ça te tentait pas? Tu n'as pas en poussé une? Non. J'ai perdu mes cheveux assez rapidement dans ma vie. Donc, la petite vie. Fait que là, on est dans le Québec francophone. Rendez-vous télévisuel. Ça, si je me rappelle, ça a commencé le samedi soir. Exactement. Et c'était ramené en soir de semaine. Parce qu'on a vu, tu sais, samedi soir, oui, il y a le hockey, oui, il y avait soirée canadienne, mais c'est moins un soir de télé qu'un mardi ou un mercredi. On a voulu aller vraiment rentabiliser, on a vraiment fracassé les barrières d'écoute. Avec 4-5 millions. C'était incroyable. C'est devenu un phénomène social. On parle encore du phénomène social, la petite vie. Vraiment, c'est quelque chose que... Puis quand ils ont refait les émissions, il y a quelques années, ils ont refait un petit remake. Des émissions spéciales. Exactement. Ça a encore fracassé d'autres... Il y avait des caméos, là, il y avait des gens. Moi, je me rappelle des premières années, Guy Carbonneau, Céline Dion. Mon Dieu! Céline Dion qui chantait « C'est Noël ». Oui. Ben oui. Et on a aussi Marine Orsini, le chanteur des bébés, qui faisait un prêtre. Puis là, Caro qui tripait dessus? Non, c'est Caro, c'est Richard Séguin. Ben oui. Mais le Richard Séguin, tu sais. Puis le prêtre, Patrick Bourgeois, c'était qui tripait dessus? Patrick Bourgeois, c'était Thérèse. C'est l'épisode que Régent, il se fait prendre à tromper Thérèse, parce qu'il ne trompe jamais. Ben non. Non, il a trompé juste une fois. Ben il y avait le maniaque d'Antercel, Thérèse. Oh mon Dieu, Bonsoir avec un... Ah oui, Caro, le personnage de Caro anime Bonsoir avec un gros B. Ben oui. Et qu'on apprend que Thérèse a trompé Rénal dans une tercelle. Mais ça, on n'a pas parlé, puis on pourra en parler. Tu as ciblé des émissions, mais il y a une personne qu'on n'a pas parlé, puis qui a fait beaucoup pour l'affirmation des femmes, Jeannette Bertrand. Oui. Elle a été dans cette histoire de la télé au Québec. Elle a été là partout. Mais elle est dans cet épisode-là, à la fin. Ouais. Ils la font rentrer parce que justement... Parler. Exactement. Bonsoir avec un gros B, c'est parler pour parler, mais de façon... grotesque, on va se le dire littéralement. Puis l'émission avec son conjoint de l'époque, c'était quoi? Donc, Quelle famille? Quelle famille, oui, avec leur chien. Ben oui. Macaire. Donc, c'est ça. Puis là, tu sais, d'avoir des enfants à télé qui ripostent ça devait aux être enfants. Quelque chose. Sincèrement. Aux parents. Oui. Puis c'était leurs vrais enfants. Ben oui. Ça devait être en partie, pas tous, il y a Robert Toupin qui n'était pas... Mais amener ça à la télévision, puis il y a du monde qui ça scandalisait. Hey, il y a Jeannette Bertrand, elle montre des enfants qui répondent à leurs parents. Mais ça, j'ai vu une interview dernièrement que son fils disait justement, c'était des souvenirs incroyables, ça, parce qu'on avait une famille élargie avec les techniciens. C'était vraiment Jeannette quelque chose. Bertrand, se servir de la télévision pour amener des choses qui étaient cachées au niveau de l'homosexualité, la boulimie. Moi, je me rappelle avec grand A sur la boulimie, la violence conjugale qui mène au meurtre. Ça m'a marqué celui-là. Ghislain Tachereau avec Sylvie Léonard. Oui. Étais-tu bonne? J'en parle, j'en ai des frissons. De la violence, puis ça se vit. Puis Jeannette Bertrand mettait à la télévision. Je pense qu'elle avait une façon aussi, je dirais pas, parce que c'était pas doux, mais elle avait une vision de l'apporter de façon à ce qu'on ne soit pas scandalisé. Mais qu'on était comme, OK, le message est passé, on est marqué, mais pas fâché. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire un peu. Pas provoqué pour provoquer. Non, c'est ça. Elle avait un doigté qui amenait le sujet. Donc, on revient à la petite vie. Claude Meunier, Ding et Dong, qui étaient des phares de la culture. L'humour à la télévision.
Oui. Très Tranquillement, assumé. pas vite, on s'en va vers la Ouais, télévision. Cette industrie-là. Exactement, qui prend naissance dans la fin des années 80, je dirais environ. 90, on a une explosion. Des gens issus de la scène humoristique qui vont se mettre à faire la télévision. On va avoir des Mario Jean, des François Massicotte, des Jean-Michel Anctil qui vont avoir des émissions de télévision François par la Morancy, suite. Discussion avec mes parents. Oui, c'est un gars qui a commencé sur ben scène. Oui. Donc, c'est ça, fait que la petite vie. Mais il y a quelque chose de ridicule. Ça nous envoie-tu un message comme société, ça, cet aspect-là de ridicule? Je pense que c'est plus l'aspect de... On est capable de rire de nous-mêmes. Parce que c'est pas partout. On parlait tantôt, il n'y a plus de rendez-vous télévisuels. Ça a été le dernier. On parlait de la pandémie, là, mais... Les bye-bye. Oui. Les bye-bye sont encore là. Ben, mais encore. Mais c'est plus ce que c'était. Mais c'est quand même, je pense, ce qui nous relie le plus au jour de l'an. On va écouter le bye-bye et on rit de notre société. Puis il y a quelque chose d'un bye-bye, moi, qui est un enfant de la télé, qui était un friand, qui en fait, qui demeure avec un intérêt. Mais tu sais, quand on voit l'éclatement de l'offre télévisuelle, moi, j'écoutais le bye-bye cette année. Et depuis quelques années, il y a des choses que je vois, des parodies dont je ne sais pas c'est quoi. Moi aussi, je suis rendue là. Mais oui, ça arrive. Mais oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Mais on s'entend que c'est tellement plus large. Ouais, on a vieilli. On est rendu vieux. Mon Dieu. Mais il y en a qui vieillissent en beauté, comme moi. Ah oui! Et toi? Oui. Donc, la petite vie, donc c'est ça. Fait que, ben là, il y a peut-être des gens à qui on parle qui n'ont jamais vu ça. Évidemment, on peut emprunter des DVD à sa bibliothèque. Mais ils sont aussi sur ici tout.tv extra. Oui. Tout ce dont j'ai parlé, on peut les retrouver là-dessus. Donc, c'est ça. Fait que là, quelle recommandation en particulier, là, tu dirais, comme introduction? On va-tu du plus vieux au plus récent? Moi, je dirais écouter la saison en ordre et après ça, aller dans les spéciaux Noël. OK, parce que pour les la petite Noël, vie. pour la petite vie. Mais on peut retrouver aussi. On peut tout retrouver, oui. Et je vous dirais, allez-y avec vos cœurs. Êtes-vous plus nostalgique des belles histoires des pays d'en haut? Filles de Caleb pour les plus sensuels, peut-être? Ceux qui aiment les chevaux? On dit ça de même? Puis, y a-tu quelque chose, quand tu écoutes des vieilles émissions, qu'est-ce qui te marque le plus par rapport à notre télévision d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui me marque le plus? Je pense que c'est le côté humain. Qui est différent. Parce que oui, on va avoir une dimension humaine de nos jours. Je pense, mettons, à l'émission Les Parents, on suit une famille nucléaire, quoi que ce soit. C'est très bien fait et tout. Je pense qu'à l'époque, c'est le côté communautaire on exploite beaucoup plus l'aspect de... Tu sais, c'est sûr que l'Église avait beaucoup de mauvais côtés. Ouais. Mais le côté de je m'entraide, on est corvée d'église, monsieur un tel a passé au feu, on va aller rebâtir sa grange. Je pense au magasin général. Le magasin général. Il y a beaucoup plus de social... En fait, comment je dirais ça pendant l'esprit communautaire. L'esprit communautaire. J'avais juste le terme anglophone. Okay. L'esprit communautaire à l'époque, était beaucoup plus forte que de nos jours. Bon. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ces émissions-là. Ben, merci, Caroline Deslebeaux pour Dano. Pour Dano, oui. J'étais une petite Dano. Merci J'ai une petite tête noire dans mon village. Merci pour avoir fait cette belle histoire de la télévision québécoise. Ça me fait plaisir.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.